Merci tout le monde d'être ici. So hello. Thank you so much for coming to our 13th edition of our Experiential Science Talk. Merci tout le monde pour être ici pour notre 13e édition de notre série séminaire Sciences expérientielles. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mélodie Courdeau. Mélodie travaille avec l'initiative Coalition Jeune, qui travaille avec dans la rue. So they work to fight and prevent youth homelessness. So the Coalition Jeune is a committee of youth with lived experience of homelessness. Really, their aim is to mobilize change and to co-construct policy change to fight and to prevent youth homelessness in Montreal. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir Mélodie ici pour partager son histoire puis son travail dans la communauté. So this talk will be in French, but you guys can ask questions in English and in French at the end. There's no presentation, but she'll be speaking from the heart here. Me joignez à dire bienvenue à Mélodie Courdeau. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir. D'ailleurs, je suis désolée pour mon retard. Ça a été un peu plus difficile à trouver que je croyais. Et mon GPS m'a induit un peu en erreur avec le trafic. Donc, c'est bon, merci. C'est vrai qu'il faut que je porte attention aussi à la caméra. Ça fait que je vais essayer de faire un peu les deux. La première fois que j'ai comme un truc en hybride où je suis toute seule. Donc, voilà. En fait, je me bien introduit. Mais c'est ça, en fait, j'ai une expérience de vie en lien avec l'itinérance. Donc, j'étais dans la rue de mes 16 ans, aller jusqu'à 22 environ. Puis, à traverser un parcours de consommation puis de santé mentale. Je suis impliquée maintenant depuis 9 ans dans le milieu communautaire, donc autant comme intervenante que comme parent aidante. Et maintenant, j'ai la chance d'occuper le poste de chargée de projet qui est représentation et mobilisation jeunesse à la coalition Jeunes Plus. En fait, ce qu'on vise à faire, un peu comme toi je l'expliquais, c'est qu'on essaie de mettre un peu de contexte sur qu'est-ce qu'on a besoin en fait au Québec en matière de prévention de l'itinérance. On se rend compte en fait que on est très bon pour faire de l'urgence au Québec, mais on a très peu la mentalité de se dire qu'est-ce qui peut se passer en amont dans la vie des jeunes en fait pour éviter ces situations-là. On sait aussi que la majorité de l'itinérance adulte, les personnes ont vécu des épisodes d'itinérance quand ils étaient jeunes aussi, donc on sait que ça a une grande incidence aussi sur une itinérance adulte. Puis, à travers ça, on travaille avec un comité de jeunes, donc on a 7, bientôt 8 merveilleux jeunes qui ont un savoir expérientiel aussi avec l'itinérance, avec qui on se réunit toutes les 2 semaines pour travailler ensemble, essayer de reconstruire des politiques qui font plus de sens. C'est un petit peu ça, mon parcours. Là, mon cellulaire, juste pour être sûr de bien suivre, des petites notes. Je ne veux juste pas qu'il tombe en veille tout le temps. Voilà. Déjà, je voudrais commencer par vous poser une question. Donc, autant sur le Zoom, peut-être dans le chat ou en personne, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous vient en tête initialement quand on pense à un jeune en situation d'itinérance. Fugue. La fugue. De la maison. OK, c'est bon, merci. Oui, vas-y. Un peu mal mais pas bien famille. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Peut-être, je ne vois pas très bien sur le Zoom, peut-être le replacer. Consommation aussi. C'est bon. Vous n'avez pas tort, dans le sens où, généralement, l'itinérance, l'expérience de vie en tant que telle, c'est un symptôme d'autre chose. Dans le sens où, généralement, une personne ne se retrouve pas à la rue pour le plaisir. Par contre, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que plus le temps avance, plus les recherches avancent aussi, plus on se rend compte qu'il n'existe pas nécessairement de profil en termes d'itinérance, surtout pour les jeunes. Donc, énormément de jeunes aussi qui s'identifient absolument pas comme étant itinérants. Hein? Donc, avec le contexte de multicrise actuelle ici, on s'en rend bien compte, il n'y a pas nécessairement c'est ça, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de visage typique de qu'est-ce qu'on entend par itinérance. On va avoir autant des étudiants qui réussissent très bien à l'école et qui dorment
chez des amis pendant plusieurs semaines d'affilée, plusieurs mois, parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver ou se payer un logement. Autant qu'on a effectivement des jeunes qui sont en fugue d'un centre de jeunesse qui se retrouvent à la rue. Donc, dans les refuges, on voit aussi de nouveaux arrivants assez souvent, donc qui n'ont malheureusement pas les ressources, pas les outils nécessaires pour se trouver un logement. Donc, plus qu'on creuse, plus qu'on découvre en fait qu'il y a vraiment une variété de situations, qu'il y a une grande diversité de parcours de vie en lien avec l'itinérance chez les jeunes. C'est pas quelque chose qui est seulement relié uniquement à des conditions de vie, je peux dire comme atypiques en tant que tel. Donc, on a énormément de gens. En fait, c'est mon cas à moi aussi. J'ai une belle relation avec mes parents. Je me suis retrouvée dans la rue, pas à cause des problèmes familiaux, mais plus dû à mon parcours avec la santé mentale et la consommation. En fait, j'ai vécu un très gros deuil au moment où je suis partie de chez mes parents quand j'avais 16 ans, puis j'ai emménagé avec mon copain de l'époque. Et à son décès, malheureusement, j'ai perdu le logement. Donc, des fois, c'est des situations qui sont vraiment imprévisibles, qui peuvent arriver dans la vie des gens, y compris moi, y compris tous les jeunes qui sont dans la rue. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement associer l'itinérance comme étant quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui ou qui n'a pas toujours les ressources. Fait qu'il ne faut pas assumer non plus que la responsabilité des familles, en fait, que la responsabilité repose uniquement sur les épaules des familles. Ce qu'on se rend compte aussi avec les travaux de la coalition, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses dans le système actuel qui causent ces situations-là. Donc, on sait qu'il n'y a absolument rien qui est fait pour construire un vrai filet social autour des jeunes. On prend donc pour acquis souvent que la communauté va le faire d'elle-même ou que la famille va le faire, alors que, dépendamment du milieu dans lequel les jeunes ont grandi, ce n'est pas toujours le cas. On se rend compte aussi que les jeunes ne se font pas apprendre tous les outils nécessaires pour se développer comme des adultes authentiques et autonomes. Puis ce n'est pas nécessairement le cas seulement pour les jeunes qui vivent de l'itinérance. Il y a énormément de jeunes en général aussi qui n'ont pas l'opportunité de développer autant des skills relationnels ou d'apprendre à se connaître soi, de connaître ses limites. Fait on sait que c'est toutes des causes plus profondes qui peuvent mener à l'itinérance. Qu'est-ce que vous voyez comme ressemblance entre un jeune qui vit une situation d'itinérance et un jeune qui a des problèmes de santé mentale ou de consommation? Quel lien vous faites, autant dans votre pratique en général? Donc, un manque de support, de soutien, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Est-ce que c'est plus l'œuf ou la poule? Oui, sense of overwhelming hopelessness in these situations as well. absolument. Because of the lack of support, it can be hard to maintain positive attitude towards the future. Oui, absolument. Donc, un désespoir très profond. Le manque de... Oui, absolument. C'est une des raisons pourquoi on essaie de favoriser beaucoup aussi on essaie de favoriser beaucoup la paraidance dans le milieu communautaire, entre autres pour ces raisons-là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept, tout le monde, de paraidance. Oui. Super. Et je ne sais jamais qui j'ai en face de moi. En fait, on essaie de regrouper les trois types de savoir où je travaille. Donc, autant le savoir scientifique que le savoir terrain, que le savoir expérientiel, pour justement s'assurer qu'on n'a pas d'angle mort, puis qu'on a réellement accès à, en fait, toutes les informations dont on a besoin pour recommander, je pourrais dire, des politiques qui font plus de sens. On est en train de rédiger en ce moment un livre blanc qui va être soumis au nouveau gouvernement québécois sous peu, quand il va être enfin au pouvoir. On verra bien. On espère que tout va se dérouler pour le mieux aussi après ces élections-là. Mais idéalement, on part d'une consultation avec les jeunes d'un peu partout au Québec pour savoir c'est quoi leur expérience vécue, puis de s'en servir pour alimenter autant les pratiques que les politiques publiques. On croit en fait que c'est en partant des personnes qui l'ont réellement vécu, qui sont plus au courant de c'est quoi les besoins. On remarque trop souvent dans les milieux où est-ce que c'est les professionnels qui vont assumer quels sont les besoins de ces jeunes-là, sans même laisser l'espace aux jeunes de pouvoir les exprimer, parce qu'on a la perspective que on est là pour les aider, donc on doit les guider vers quelque chose. Mais pourtant, on sait aussi très bien que les jeunes qui n'arrivent pas à faire sens ne suivront probablement pas les conseils, si bien éclairés soient-ils. Donc, si vous aviez peut-être un angle mort que vous pensez que les institutions ont en termes d'itinérance et de santé mentale, est-ce que vous pourriez en nommer un? Je pense, malgré les ressources disponibles parfois, que
pousse les personnes itinérantes à être méfiantes de les utiliser. Donc, par exemple, si c'est des ressources pour aider avec la santé mentale ou pour aider avec la dépendance, ou même avec le logement, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes itinérantes qui peut-être pourraient avoir un peu de méfiance à l'idée de les utiliser. Je sais que j'avais entendu que certaines personnes se sentent parfois pire une fois qu'elles ont un appartement parce qu'elles habitent tout seules et quand elles étaient à la rue, au moins il y avait un sens de communauté. Et donc, c'est pas toujours le cas évidemment, mais il peut y avoir des choses un peu pour intuitives comme ça. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose que les autorités savent. Absolument, merci. C'est très pertinent, effectivement. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour régler cette situation-là? Je l'ouvre à tout le monde aussi, évidemment. Je ne vais pas te mettre en de spot. Il y a des événements comme aujourd'hui, ça peut aider, je pense. Sensibiliser tranquillement les professionnels. Ah, c'est quoi ces angles-là? Oui. Ben, merci, justement. Vous êtes déplacés. Hein? Je pense qu'on oublie. En fait, c'est ironique parce qu'en même temps que c'est souvent le focus, en même temps que c'est ce qu'on oublie, mais l'itinérance, ça traumatise. Puis, il faut être traumatisé pour vivre l'itinérance aussi. Fait que c'est des multiples traumas qui viennent en même temps, qui, je pense, expliquent beaucoup cette méfiance-là d'aller chercher des services. Puis la façon aussi que le système est construit, c'est pas super évident d'aller chercher des services. Entre autres parce qu'on va avoir tendance souvent à diviser par symptômes ou diviser par classe au lieu de prendre la personne au complet, dans le sens où, ben, généralement, si tu peux aller trouver un refuge, mais que tu vis aussi avec problème de consommation, ben, tu vas être refusé du refuge parce que tu n'as pas le droit de consommer quand tu es dans un refuge. À l'inverse, si tu vas chercher de l'aide pour la consommation, mais que tu n'as pas d'adresse, ben, on ne t'offrira pas de suivi avant plusieurs mois. Donc, c'est impossible, en fait, après, de te repérer dans le temps et de faire sûr d'assurer ce suivi-là avec un professionnel. Fait que souvent, on se retrouve dans une espèce de boucle où ben, les personnes n'ont juste jamais accès, en fait, aux services dont il y en a besoin. Oui, vas-y. Are there like housing services for people that do struggle with drug addiction, or is like every place that you can stay, like you have to be off of drugs, off of consummation? Are there like specific places where you can? Ouais. Il y a des endroits où est-ce que la consommation, en fait, il ne faut pas que tu consommes sur place, mais tu peux être quelqu'un qui consomme. Donc, laisser tes effets de consommation en arrivant, ou est-ce qu'ils sont mis dans une boîte fermée, puis tu les récupères seulement en quittant le refuge. Ça, c'est le cas, entre autres, pour les ressources pour les jeunes mineurs, entre autres, mais aussi pour les jeunes adultes, aller jusqu'à 21 ans. Je sais que c'est le cas pour ce genre de ressources-là. Autrement, les refuges plus standards, en guillemets, pour adultes, non. Je pense qu'il y en a un qui est en train d'être mis en place ou qui est mis en place avec un organisme qui s'appelle l'Anonyme à Montréal. Mais je crois que c'est la première fois où il va y avoir une tentative d'approche de réduction des méfaits avec le refuge. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile d'accès pour les personnes qui consomment, justement. Yeah, because I think like it is a really good point you're bringing up, like about how the mental health and the homelessness are often differentiated because like I feel like substance abuse is taken so much more seriously in situations where someone isn't homeless, where it's like it's like an addiction like anything else, and a lot of harm reduction and stuff is like slowly easing off of substances, but so many people they won't give money to homeless people because it's like, yeah, they're just gonna spend it on alcohol, but also just a complete withdrawal from alcohol can also kill you. So there's like I feel like people really don't take that into consideration at all. Absolument. Absolument. Il y a énormément de préjugés, en fait, qui pèsent aussi. Puis, pour l'avoir traversé personnellement, mais même, je pense que autrement, outre ça, passer même une seule nuit dans la rue, ben, tu n'as pas envie d'être à jeun, en fait, pour être là. C'est déjà difficile à traverser comme ça. Ben, je pense que personne aurait, si on avait le choix de pouvoir au moins prendre une petite bière, justement, pour essayer de passer au travers la nuit, je pense que je ne serais pas la seule dans la pièce qui serait d'accord. Fait que je pense qu'il y a, c'est ça, il y a des failles dans ce système-là qui causent des situations où les gens, en fait, n'ont juste pas d'options qui s'offrent à eux. Parce que même si on allait chercher un suivi pour leur santé mentale, s'il y a une instabilité résidentielle, comment tu peux focusser sur ton rétablissement dans un contexte où tu es en mode survie, en fait, 24/7.
Fait que je pense qu'on s'expose toujours à un cercle vicieux où ben, les gens, en fait, se trouvent justement leur sens de communauté dans la rue, vont trouver de l'entraide dans ce milieu-là. Puis autant que d'un côté, c'est ce qui permet aux personnes de survivre, donc d'avoir ce propre cercle-là qui est meilleur pour leur sécurité, qui fait qu'ils ont ce sentiment-là d'appartenance, qui est très important. Mais ça a aussi comme impact que la journée où est-ce que c'est temps de quitter ce milieu-là, mais c'est encore plus difficile de ne pas y retourner. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus gros préjugé que les gens, ou que vous avez déjà entendu dans votre pratique envers les personnes en sortie d'itinérance? Oui, donc la notion de choix, d'être là. Je répète aussi pour les gens en Zoom, mais oui, la notion d'être là par choix, puis que c'est de leur faute, en fait, s'ils se retrouvent là. Merci. I also think that a lot of people think that homelessness is only people living out on the street. They don't really consider people that are like swapping houses and they don't have a place to live. It's like homelessness is really segregated to one category in a lot of people's heads as well. Oui, absolument. L'itinérance invisible est de plus en plus présente, en fait, au Québec, mais elle est très peu répertoriée parce que, ben, justement, les personnes qui vont vivre de l'instabilité résidentielle comme ça, puis qui vont faire du couchsurfing ou aller chez des amis ou qui n'auront jamais leur nom sur le bail, qui vont aller d'une colocation à une autre ou dans des squats, ben, ils ne se sentent pas nécessairement concernés par les ressources en itinérance, donc ils n'iront pas non plus nécessairement chercher de l'aide ou n'ont juste pas le même niveau de désaffiliation sociale que les personnes qui vivraient directement dans la rue depuis des années. Oui, vas-y. It's kind of like there's some like internalized idea that their life is worth less than someone else. And to give a concrete example, like I put myself in this category as well because once I remember I saw a homeless guy and he was really struggling, like very like standing up. And I really hesitated. It's like, oh, should I call 911 or not? And then I was like, oh, but if it was a regular person, I would have called straight away. Mm-hmm. So I called, but I feel like it's an idea that we hear all the time, you know, oh, like someone is lying on the street, completely passed out. Oh, it's homeless. Like it doesn't matter. You don't need to call 911 for that. So it's like an idea that their life is worth less than someone else. Ouais, donc il y a moins de valeur. Et ce que c'est peut-être aussi parce qu'on a normalisé ça depuis tellement longtemps qu'en fait, les gens dans la rue, ben, c'est normal qu'ils soient inconscients par terre sur le trottoir parce qu'on le voit depuis qu'on est tout petit, puis que malheureusement, on l'a normalisé dans notre subconscient aussi, que ben, en fait, ces personnes-là sont là parce qu'elles ont fait le choix ou parce que c'est de leur faute ou parce qu'elles méritent d'être là sans égard à leur dignité ou ben, c'est plus facile de fermer les yeux puis de continuer notre chemin puis de faire comme si on ne l'avait pas vu parce qu'on a été habitué toute notre vie à ce que c'est ça, le standard. T'sais. Oui? Un que j'ai souvent entendu, c'est qu'ils font rien pour s'aider. On parle souvent qu'il y a tellement un manque d'employés dans tout plein de jobs. Ça ils pourraient se trouver une job. Ça ne va pas être si facile que ça s'ils sont encore dans la vie, mais je l'entends vraiment très souvent, ils font rien pour s'aider. Oui. Il y a cette pensée magique-là aussi de dire ah ben oui, tu as juste à aller travailler, tu as te trouver un emploi. Mais je sais pas, est-ce que la majorité des employeurs, ou même vous-même, là, si on y pense réellement, t'embaucherais quelqu'un qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de revenu, qui n'a pas accès à une douche, puis qui probablement n'a pas de lieu où dormir non plus. Donc, qui pourra peut-être même pas avoir une alarme pour se réveiller, qui pourra peut-être même pas se pointer à l'heure pour son chiffre. Il n'y a pas cette structure de vie-là parce que c'est beaucoup trop imprévisible comme mode de vie. Tu sais même pas quel jour il est la moitié du temps parce que t'as pas les moyens, en fait, de le savoir. Puis c'est pas utile comme information à ce moment-là parce que tu es juste en train d'essayer de survivre ta prochaine heure que tu as devant toi. Tu sais. Fait que, ouais, je pense que ça revient beaucoup, le fait d'avoir la responsabilité vraiment sur l'individu au lieu de l'avoir collectivement. Il y avait quelque chose derrière, puis je reviens vers toi. Oui? Oui, non, c'est ça. I wanted to add on to your point that you said about how their lives are viewed as less than ours because I had this ethics class once and it was so crazy because it was honestly like a messed up but eye-opening activity where they were asking us multiple questions like
if a homeless person was walking down the street and a surgeon was walking down the street and a car was coming, like who would you want to save? Or it was like if a mother to 5 children versus a homeless person was walking down, and it was like all these sorts of things, and a homeless person was always used as the confounding variable, and like unanimously every time, like people would not choose the homeless person, and it was mind-boggling to me. And honestly, like I was quite silent during this. I didn't really like stand up to speak on it, but I was surprised, and also like I feel like I was confronted with my own biases, because like even me, it's like with the surgeon example, I was like, well, they're benefiting more to society, but it's like that's such a preconceived judgment, and it's crazy how it's like so automatic to judge their lives as less than other people's. And so yeah, I wanted to add on to that how it really is such an almost universal judgment, and it is just so messed up. Ouais. Je pense qu'effectivement, hein, si on considère seulement l'aspect très, c'est une vision très capitaliste aussi de la chose, là, ou est-ce que tu contribues activement à la société? Est-ce que tu paies des impôts? Est-ce que tu paies des taxes? Est-ce que tu contribues à ta collectivité avec un emploi comme un chirurgien, entre autres, ou une mère de 5 enfants? La personne qui est en situation d'itinérance a peut-être aussi un diplôme de chirurgien. Elle a peut-être aussi 5 enfants qu'elle a élevés. Elle a peut-être aussi le même background. Je pense qu'on oublie beaucoup on prend la personne où est-ce qu'elle est en ce moment, on oublie aussi toute la valeur de cette personne-là. De revenir à dire que parce que la personne n'a pas d'adresse, en fait, qu'elle vit dans la rue, qu'elle a des problèmes de consommation, elle vaut moins. Donc, c'est effectivement un préjugé qui pèse très lourd. Puis c'est que ça change aussi toute la vision que collectivement on a de ces personnes-là. Parce que même encore une fois, on en parle comme si c'était un phénomène qui était le même pour tout le monde. Puis c'est un peu ironique parce que même chose, on parle d'itinérance en ce moment, puis je le fais moi aussi, on généralise dans le sens où est-ce que même si c'est une situation qui est extrêmement différente d'une personne à l'autre, on regroupe la population itinérante. C'est ce qui fait qu'on a autant de difficultés, je pense, à trouver des ressources qui sont réellement adaptées à ces besoins-là parce qu'ils sont extrêmement variés. N'importe qui peut se retrouver on est tous, d'ailleurs, dans la pièce ici, je suis désolée de vous le dire, là, mais on est tous beaucoup plus proches d'être dans la rue que d'être millionnaire. C'est puis comme de loin, là. Fait que c'est malheureux, mais c'est une réalité. Puis on est tous aussi différents, on a tous aussi des besoins puis des parcours de vie différents dans la pièce qu'on est ici, que si on prenait le même nombre de personnes qui sont présentement à la rue. Je pense que d'essayer de les humaniser davantage, puis de se rappeler que c'est pas pour rien qu'il y a ces idées préconçues-là. Je pense que c'est quelque chose qui nous est enseigné très jeune pour essayer de protéger une forme de normalité, puis un certain standard dans la société. C'est quelque chose qu'on nous inclut dès tout petit à l'école, de favoriser aussi les personnes qui sont plus facilement acceptées, puis d'essayer de viser cette conformité-là. Je pense qu'après, on a le pouvoir de faire un changement ensemble si un jour on le souhaite, de laisser personne derrière. Je pense qu'on juge beaucoup une société à comment elle traite les personnes les plus vulnérables, puis on ne fait pas une très bonne job en ce moment. Mais tu avais une question avant, je pense, juste ici, puis après, je reviens. J'ai une question, en fait, c'est parce que je l'avais dit. Comme tu as dit, en fait, c'est qu'on dit, ah, mais ils ont qu'à trouver un travail, mais en même temps, personne va leur donner un travail parce que pour un travail, il faut une relation sociale, pour une relation sociale, il faut une adresse, blablabla. Mais c'est tellement un gros défi. Qu'est-ce que c'est en fait les solutions justement qui sont disponibles pour intégrer ces personnes-là sur le milieu de l'emploi, dans la normalité? Mais en fait, déjà, je pense que la question est plus de se demander qu'est-ce qui ferait que cette personne-là aurait envie de s'intégrer à cette société-là. Je pense que c'est... Parce que personne ne va leur laisser leur chance. C'est ça. Fait que c'est là où ce qu'on cherche aussi à intégrer justement en fait, dans la coalition où je travaille, c'est d'aller directement demander en fait, aux personnes concernées qu'est-ce qu'elles auraient eu de besoin en amont dans leur vie pour éviter ces situations-là. Puis maintenant, qu'est-ce qui existe? Il y a énormément de ressources communautaires qui peuvent aider ces personnes-là à se trouver un emploi. Ça, il n'en manque pas nécessairement. Par contre, ce qui manque, c'est comment est-ce que cette personne-là
va avoir envie en fait, d'aller travailler, va avoir les outils pour le faire, va avoir le soutien nécessaire pour y arriver et va avoir simplement la capacité d'aller travailler. T'sais, je pense que on pense souvent à l'emploi parce qu'on se dit, ah ben, l'itinérance et la pauvreté sont beaucoup reliés, donc solution égale revenu. Alors que ben, si c'était si simple, bien, on aurait pu depuis longtemps de l'itinérance. Je pense que il y a tellement de facteurs multiples, en fait, dans la vie de cette personne-là, si elle n'a pas les outils nécessaires pour avoir envie de se donner cette chance-là. Je pense qu'il y a énormément de traumas qui sont associés. Je pense qu'il y a tous les préjugés, d'ailleurs, que vous avez nommés, ben, les personnes qui vivent de l'itinérance, elles ont intégré elles aussi. Elles ne sont pas insensibles, elles ne sont pas déconnectées de la société, elles en font partie. Donc, elles ont aussi intégré qu'elles valent moins. Elles ont aussi intégré qu'elles n'y arriveront pas. Elles ont aussi intégré qu'il n'y a pas de solution autre pour elles ou qu'elles n'arrivent pas à fonctionner ou qu'elles ne sont pas voulues dans l'espace public. C'est des choses qui ont un impact aussi dans leur capacité, dans leur volonté à sortir de ces situations-là. Je pense que le premier pas est vraiment d'aller questionner qu'est-ce qui ferait que cette personne-là peut sentir qu'elle appartient à la société? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là peut sentir qu'elle a une chance, qu'elle a sa place? Je pense que si on commençait ce premier pas-là collectivement, on se rapprocherait plus. Parce qu'en termes de ressources, il en existe des approches et des pratiques qui favorisent la réinsertion. Il en existe. Il y a un faible pourcentage des réussites pour l'instant, entre autres parce qu'il y a un gros manque de financement dans le communautaire. Donc, la demande est toujours beaucoup plus forte que l'offre. Mais je pense que si on prend un pas de recul plus macro, je pense que c'est plus de se questionner qu'est-ce qui ferait que chaque personne sente réellement qu'elle a cet espace-là pour être créative dans la société, qu'elles sentent qu'elles ont la capacité de contribuer. Puis ça, c'est sur le plan individuel aussi que ça se fait, d'aller questionner avec cette personne-là, mais qu'est-ce qui fait que tu te sens autant à part du reste? Qu'est-ce qui te donnerait envie, en fait? Je pense qu'au lieu d'oublier un peu l'aspect individuel, justement, puis unique de cette personne-là, d'aller vers ça, d'aller creuser, toi, c'est quoi qui te passionne? C'est pas une personne qui a des situations à régler, c'est une personne qui a aussi ses propres solutions, qui a ses propres désirs, ses propres besoins, ses propres rêves. Puis je pense que en humanisant davantage notre pratique, c'est là qu'on a le plus de chance. Parce qu'à la base, c'est un problème relationnel de l'itinérance. C'est pas seulement un problème financier. Je pense que ultimement, c'est un problème de connexion. Il y a un aspect relationnel qui a été brisé. C'est ce qui, ensuite, au fil de ces ruptures-là, conduit beaucoup aussi à une rupture puis un rejet de cette société-là qui elle-même reflète la même chose. Fait que je pense que pour intégrer quelqu'un, puis les sortir de la rue, j'aime pas l'expression parce que ultimement, ça sort jamais vraiment de soi, là, mais pour essayer d'avoir d'offrir un milieu de vie qui fait du sens à cette personne-là, il faut d'abord s'interroger sur c'est quoi ses réels besoins en termes de relations, en termes de connexion, en termes on l'a nommé en fait tout à l'heure, ce qui est souvent le plus gros obstacle au maintien en logement, généralement, c'est l'absence de communauté. Fait que je pense que de commencer par ce pas-là ferait une grande différence. Vas-y. Je ne sais pas si c'est là que tu t'en vas avec le restant de la présentation, si c'est le cas de juste me dire, c'est pas grave. Mais tout le côté individuel, je comprends tellement parce que c'est sûr que chaque personne a vraiment son expérience, son histoire à elle. Mais au plan pratique, je me questionne juste à savoir comment on fait pour être capable de trouver le balance entre le fait que chaque personne a son histoire, mais après, on veut essayer d'appliquer des choses qui vont pouvoir aider plusieurs personnes. Je ne dirais pas nécessairement en même temps, mais c'est quand même un peu tricky d'essayer de trouver comment tu fais pour venir chercher chaque histoire et chaque personne, mais être capable d'aider plusieurs personnes à la fois. Ouais. Oui, je comprends ton point. Puis je pense qu'il y a quand même quelques principes de base qui peuvent s'intégrer facilement dans la pratique. Puis oui, c'est un peu dans cette direction-là qu'on se dirigeait tranquillement. En fait, je pense que de prendre l'individu en tant qu'humain, tout simplement, puis en tant qu'égal, est déjà un très bon premier pas. Je pense qu'il y a aussi dans notre société comme une hiérarchie sociale qui est très, très intégrée, autant pour les personnes qui vivent d'itinérance qu'en général. Dans l'intégré, on va toujours être un peu intimidé si on va voir un médecin, on va toujours être un peu plus intimidé si on s'en va devant un avocat que si on allait chez le garagiste, là, par exemple. Fait que cette hiérarchie sociale-là à garder en tête, puis des fois, ce qui est projeté peut faire une grande différence. Si on mise beaucoup sur la connexion, on avait fait un projet de recherche, là, en fait, je reviens un petit peu, puis je repars, là. Je suis désolée si vous avez la misère à me suivre, d'ailleurs.
je suis un peu... j'aime ça faire plusieurs détours dans mes présentations. Mais on a fait un projet de recherche là, qui a duré 4 ans, donc il se questionnait justement c'est quoi le cadre de pratique au Québec en prévention de l'itinérance chez les jeunes. C'est vraiment cet aspect central-là qui a été mis de l'avant, ça a été la citoyenneté, la connexion et l'aspect de crise un peu existentielle, donc le but de la vie, en fait, de cette personne-là. Je pense que le contexte social a un gros poids aussi là-dessus, surtout chez les jeunes, dans un contexte de multiples crises où est-ce que ben, tu as déjà énormément de rupture sociale, ben, le désir de contribuer à une société qui ne te ressemble pas, puis où est-ce que ben, le futur est très incertain, autant au niveau politique qu'économique que social, ben, c'est pas très encourageant pour des jeunes de dire ben, j'ai encore 40 ans au moins à devoir envisager cette société-là. Fait que je pense qu'il y a un gros rejet de cet aspect-là. Après, en termes de pratique, la connexion qu'on peut créer avec ces individus-là peut avoir un très gros impact. Je pense que ça passe par prendre le temps, essayer de diminuer ces barrières-là que la hiérarchie cause. Fait que d'humaniser le plus possible, autant soi comme professionnel que la personne qu'on a en face de nous. C'est probablement la meilleure pratique, en fait. C'est ironiquement ce qui est arrivé aussi au sein même du projet de recherche, parce que l'approche de la chercheure était la même que ce qu'on essayait de défendre, c'est-à-dire de réellement s'humaniser elle-même. Je pense qu'on a souvent appris à, je dis on pour généraliser, je ne suis pas certaine du parcours de tout le monde qui est ici, mais comme professionnel, à avoir une distance avec notre propre vécu, puis les patients, les personnes avec qui on travaille. Ce qui est tout à fait compréhensible, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait sain. Je pense qu'il y a quand même une petite nuance, une petite zone grise, où est-ce que de s'humaniser davantage soi peut contribuer grandement à construire un lien de confiance avec la personne. Parce que ce qu'on trouve le plus difficile généralement dans la relation d'aide, c'est ça. Puis pourtant, c'est ce sur quoi toute la pratique repose. La capacité à créer une connexion puis un lien de confiance va influencer énormément la capacité d'aider quelqu'un. Parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et qu'on n'humanise pas, n'aura jamais la même place dans la vie de quelqu'un. C'est pour la même raison, si on ne connecte pas avec la personne qui est là pour nous aider, ben, les meilleures pratiques ne changeraient pas le résultat. Je pense que de s'humaniser puis de prendre le temps, en fait, là, je sais que ce n'est pas nécessairement toujours facile à faire, j'imagine, en tout cas dans votre quotidien. Ça reste quelque chose qui est extrêmement précieux, de prendre le temps puis de laisser le temps à la personne, de ne pas se presser, de ne pas avoir nécessairement des objectifs super clairs avec des cases à cocher. Je pense que c'est ce qui peut vraiment humaniser le service, faire une différence. On arrive déjà avec quelqu'un qui a énormément de rupture, qui a énormément de méfiance. La moindre, même si c'est involontaire, la moindre perspective de fermeture ou de rejet va être décuplée dans le résultat. Je pense que c'est ça, en fait, ce qui peut aider, c'est d'offrir un espace où est-ce que la personne peut se sentir réellement en sécurité. Donc, pour ça, de vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui te rend vraiment confortable, en fait. Qu'est-ce qu'on peut adapter dans notre cadre de pratique en ce moment qui peut te rendre plus confortable? Qu'est-ce qui peut avoir un impact sur ton sentiment de confort, en fait. Donc, de sortir un peu de ce cadre clinique-là, puis de revenir vers l'humain, puis ensuite de rapper avec l'aspect clinique. Mais je pense que l'approche dès le départ peut faire une grande différence. Je ne sais pas si ça résonne un peu. Je pense on a tendance autant, peut-être comme société, que même dans la pratique clinique, de focuser beaucoup sur le symptôme. Donc, de vouloir résoudre le problème, puis de s'interroger seulement aux symptômes et de soulager les symptômes, au lieu de chercher la cause racine, au lieu d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qui peut t'aider réellement sur du long terme, qu'est-ce qui est le plus important et prioritaire pour toi comme individu. Je pense que c'est aussi un aspect qui est oublié. On oublie souvent aussi que les personnes avec qui on travaille sont tout aussi intelligentes que nous et ont tout autant de capacités, même si elles ne s'expriment probablement pas du tout de la même façon. Il y a énormément de force dans les personnes qui réussissent à passer au travers de l'itinérance, dans le sens où, pour survivre à ça au quotidien, il faut être déterminé, il faut avoir une très grande résilience. Il faut aussi être capable d'être très débrouillard. Donc, c'est des forces qui n'ont pas le choix d'être là. Sinon, tu ne survis pas dans la rue. Donc, je pense que c'est quelque chose à mettre de l'avant aussi dans la pratique, de miser sur les forces, sur les intérêts et
la sécurité, le sentiment de sécurité de la personne. Oui. Je crois qu'on a parlé aux personnes ce dont ils auraient besoin. Qu'est-ce qui ressort principalement? Non, mais c'est tellement différent d'une personne à l'autre, en fait. Généralement, ce qui va ressortir, ça peut être aussi simple que d'adapter l'heure des rendez-vous que d'avoir tu sais, des fois, juste le type d'éclairage peut être un trigger aussi, là. Genre, ça dépend vraiment de l'expérience de chaque personne. Après, en termes de besoins, souvent, celui qui ressort le plus, ça reste l'écoute. Donc, d'avoir un espace où la personne se sent réellement en sécurité puis en confiance pour avoir de l'écoute. Je pense que c'est des personnes qui manquent énormément d'écoute en général, là, tu sais, parce que c'est pas des... Je sais pas si ça vous est arrivé de voir des gens qui quittent dans la rue, quand même. C'est quand même fréquent. Voir des gens qui ramassent de l'argent. Vous seriez vraiment étonné à quel point les gens ne se font pas répondre. 99% des gens passent devant et ne répondent même pas. Donc, à la longue, quand tu fais ça pendant des mois, des années, des millions de personnes à tous les jours, ben, ça pèse quand même dans la perspective qu'on a de soi. T'sais. D'entendre un bonjour, bonne journée ou le désolé ou salut fait vraiment une différence. Fait que je pense que dans un contexte encore plus pratique et clinique, ben, c'est encore plus important d'offrir le plus d'écoute possible dans le respect, dans le non-jugement, dans l'accueil de ce que la personne a à livrer, même si des fois ça déroge de ce qu'on avait prévu. Je pense que de laisser cet espace-là où la personne peut bâtir tranquillement le lien de confiance avec vous va vraiment avoir un impact. Là. Oui, c'est Je me demande, et ça vient peut-être d'une place d'ignorance, mais je me demande comment se fait la transition entre quelqu'un qui a été pris en charge et donc pour qui l'écoute a eu lieu dans un contexte justement de prise en charge. Donc, il y a des deux personnes qui vont le faire par altruisme. C'est quand même son métier. En tout cas, voilà. Et j'imagine qu'il y a un espoir d'un jour transitionner vers une communauté qui n'est pas exclusivement un service offert, en fait. Mhm. Et comment est-ce que le fait de donner à une personne un sentiment d'écoute, un sentiment d'appartenance à un groupe, mais dans un contexte organisé, euh, peut transitionner à ce que ce système-là de confort et d'attachement et de lien se fasse à l'extérieur de ce système-là? C'est une très belle question, j'aime beaucoup. Mais en fait, de ce qu'on observe, ça se fait assez organiquement une fois que la personne a bâti une estime de soi assez solide pour croire en ses capacités d'aller vers l'autre. Un peu comme n'importe quel autre humain, là, comment vous feriez pour vous faire des amis si vous en aviez pas? C'est une vraie question. Comment est-ce que vous feriez individuellement pour aller vous faire des amis si vous en aviez pas? Qu'est-ce que ce serait votre idée? Oui? Une application de rencontre. OK. Une application de rencontre. C'est bon. OK. Je ne m'attendais pas à celle-là, mais c'est bon. Super. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Qu'est-ce qu'on fait pour se faire des amis? Oui? Les amis, ça se fait surtout dans le milieu social de travail, il y a les amis des amis, ainsi de suite. Mm-hmm. Puis j'imagine que quand on est en situation d'itinérance, différents niveaux gradient d'itinérance, on a moins accès à ces lieux-là. Du moins, les lieux auxquels on a accès c'est aussi peuplé de gens qui sont dans la même situation que nous, peut-être. Mm. Puis est-ce que je peux en profiter pour faire une espèce de transition vers une question que j'avais qui est reliée à ça? Oui, bien sûr. J'ai une croyance, peut-être une ignorance ou une présomption, mais j'ai l'impression que j'ai la croyance que il y a une communauté forte au sein des gens dans le milieu d'itinérance, c'est-à-dire que le passant sur la rue qui t'ignore, c'est une possibilité, ça arrive très souvent, mais ton collègue itinérant, il va pas t'ignorer. Donc, il y a naturellement une espèce un sentiment de communauté qui se forme, qui est beaucoup plus fort entre les gens qui sont en itinérance versus les itinérants et les gens qui ne sont pas en sentiment d'itinérance. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai? Je dirais que oui. Je dirais qu'il y a une plus grande solidarité. C'est un petit milieu, malgré tout. Éventuellement, tout le monde finit par se connaître un peu. Effectivement, il y a une plus grande solidarité ou du moins une reconnaissance, je pense. Puis une appartenance. Absolument. Donc, les amis se font de façon plus facile à l'intérieur de l'itinérance, du lieu de l'itinérance, comme un humain itinérant que... Oui, c'est justement une des raisons pourquoi le métier au logement devient difficile s'il n'y a pas justement cet espace-là pour créer
une communauté qui est plus saine, qui est en dehors de ce milieu-là ou qui regroupe une diversité de gens avec une diversité de parcours. Si je peux refaire un peu le tremplin avec la question d'avant, c'est que pour créer ce sentiment d'appartenance-là, il faut créer des lieux, il faut avoir des lieux pour socialiser, en fait. Tu as nommé quand on se fait des amis, c'est soit des amis de des amis ou des amis de la famille ou des collègues de travail ou c'est peut-être aussi si on va aux études où on a différents collègues. Je pense que c'est un peu le même principe pour tout le monde, ultimement, dans le sens où que tu aies vécu de l'itinérance ou pas, du moment que tu te sens assez confiant pour aller vers quelqu'un d'autre puis créer des liens, que tu es conscient des intérêts que tu as, que tu es conscient des forces que tu as l'envie de créer ce réseau-là, il va y avoir des espaces pour le faire. Après, en dehors des services, c'est idéalement l'étape qui suit. T'sais. Après, il y a peut-être des relations qui se forment à l'intérieur d'un service puis qui se poursuivent ensuite en dehors complètement de l'offre de service, mais idéalement, ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est que les personnes découvrent c'est quoi leur passion, c'est quoi leur motivation, puis qu'elles aillent vers les autres, en fait. Là. Il y avait, je crois que tu avais, Thomas, est-ce que c'est correct? Si on passe dans l'autre direction. OK. Non, mais un sentiment d'appartenance, je me demandais si, des fois, paradoxalement, il ne veut pas aussi, comme, justement à cause des stigmas qui sont tellement intériorisés, comme une méfiance, comme même au sein de la communauté. Parce qu'une fois, je me souviens, j'avais regardé un documentaire, c'était sur l'itinérance, c'était pas au Canada, c'était en Europe, mais ils demandaient à certaines personnes pourquoi ils n'utilisaient pas des ressources comme l'hébergement d'urgence, et ils disaient, ah, j'ai pas envie d'aller parce que là-bas, il y a des drogués, ils vont voler mes affaires. Donc, oui, donc il y a un sentiment d'appartenance, mais quand même aussi un certain. Ouais, je pense qu'après, tout dépend du degré d'ouverture vers l'autre et de la collectivité aussi. On a un travail de déconstruction à faire qui est collectif puis qui est assez massif. C'est pas seulement le petit groupe de gens qu'on est ici, là, mais en général, dans la société, on a beaucoup de choses à déconstruire. Effectivement, je pense qu'il y a de la méfiance parce qu'il y a des traumas. Après, c'est de voir comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes à s'ouvrir puis à expérimenter, dépasser tranquillement les limites, un petit peu à la fois. Il y avait d'autres questions, je crois, dans le fond. Oui. Est-ce que vous pensez que si on venait à créer des services en santé mentale et des services en dépendance et en règlement qui prennent en compte la communauté, c'est-à-dire qu'ils essaient de créer des groupes où les gens se font traiter peut-être en même temps par un groupe de 10 personnes qui se connaissent ou quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y aurait plus de bénéfices simplement par ce sentiment de communauté qui est présent, ou est-ce qu'il y aurait le risque aussi que s'il y en a un d'entre eux qui fait une rechute, par exemple en termes de soit santé mentale, soit en termes de dépendance, en quelque sorte que ça tirait les autres vers le bas, comme elle de parler, c'est pas très joliment dit, mais est-ce que vous pensez que, est-ce que on verrait plus cet impact positif ou plutôt cet impact négatif? Mais je pense que les deux sont aussi possibles l'un que l'autre. Je pense qu'il y a des bénéfices potentiels, effectivement, mais je pense aussi que le risque existe. Après, c'est ça. Je pense que le plus de diversité d'approches et de ressources on offre, le plus on va réussir à répondre à des besoins. Parce qu'il y a des personnes pour qui ce modèle-là fonctionnerait super bien, et pour d'autres, effectivement, ça leur nuirait grandement. Fait que je pense que c'est des projets qui se valent, tout à fait. Ultimement, ce que je voulais, en fait, apporter aujourd'hui, je voulais prendre le temps aussi de répondre à vos questions parce que je trouve que c'est la moindre des choses, en fait, là, idéalement, de pouvoir me déplacer puis de savoir c'est quoi réellement vos questions, c'est quoi réellement que vous auriez aimé apprendre autant potentiellement de mon expérience, mais de mon expertise. Mais je trouve que ça rend la rencontre encore plus utile. Mais ce que j'avais envie, en fait, de vous proposer au départ, c'était plus de pouvoir ressortir de là avec peut-être une vision un peu plus humaine de qu'est-ce que c'est l'itinérance. Peut-être d'avoir une petite influence justement sur votre pratique, de faire le petit pas de plus vers l'autre. De vous ouvrir aussi, ça reste des humains aussi. Fait que je pense que de s'intéresser davantage à la relation qu'on peut créer avec ces personnes-là, puis de pas seulement focuser sur les symptômes ou sur les problèmes que la personne vit, pourrait vous différencier grandement puis vous aider dans votre pratique en général. De créer cette connexion-là, ça rapproche encore plus la personne d'une connexion avec le reste de la société, puis éventuellement, ça peut la soutenir encore plus dans son parcours. Donc, c'était ce que je voulais au moins vous transmettre. Je sais pas si j'ai réussi, c'est correct.
Mais je laisserai, parce que je sais pas si on a le droit de dépasser, vu que j'ai commencé plus tard. Donc, c'est pour ça que je... We could probably save her a couple of more minutes. Peut-être il y a des questions dans le chat sur Zoom. Oui, c'est vrai. Vous êtes toujours présente. Peut-être on a une période pour un couple d'autres questions. Sinon, on peut rappeler C'est bon. 5 minutes. C'est bon. Mais oui, j'en profiterai. C'est que je voulais pas couper comme ça les longues questions. Je trouve ça toujours beaucoup plus intéressant quand c'est interactif puis quand je peux interagir. Après, je voulais pas non plus. Oui, vas-y. What are some resources that you give them, or organizations you can give them to contact them? Give the info, the person inquiring about this. C'est une bonne question. En fait, si jamais ça vous arrive, que quelqu'un a vraiment besoin d'aide, dépendamment de c'est quoi la situation de cette personne-là, puis dans quel quartier vous êtes, ça va tellement être changeant. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'appeler le 811, en fait. D'appeler Info Social. C'est le plus grand répertoire qu'on a dans le Grand Montréal. Là. Ça reste une mine d'informations très pertinentes, puis qui ont souvent accès non seulement aux coordonnées de ces endroits-là, mais aussi aux heures et aux critères de sélection ou d'admission. Après, je pense que si je peux vous décourager peut-être d'appeler le 911 pour rien, ça serait aussi une belle mission. Hein. Il y a énormément de gens qui ont malheureusement ce réflexe-là de dire c'est quelqu'un qui est en situation d'itinérance, c'est la première ressource. Si la personne n'est pas en danger ou ne met personne en danger, on n'a pas besoin des services d'urgence. Donc, je pense que c'est là où je vous invite peut-être à contacter les vrais experts. Donc, à ce moment-là, c'est souvent des travailleurs communautaires, des travailleurs de rue, des travailleurs de milieu qui sont dans ce coin-là, puis qui sont trouvables via le 811, justement. Oui? Comment? Oui, absolument. Absolument. Il y a un répertoire en ligne dans le 811 aussi. Tout à fait. Sinon, peut-être une dernière round de questions. Je voudrais savoir avec quelle question vous n'avez jamais osé poser à quelqu'un qui a vécu de l'itinérance? Qu'est-ce que vous êtes curieux de savoir? Parce que la curiosité est toujours le point central dans ce genre d'événement-là. Oui? La question de pourquoi parfois, quand ils ont accès à l'aide, ils préfèrent refuser l'aide. OK. C'est une très bonne question. Généralement, on refuse l'aide, entre autres parce qu'on n'y croit pas, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune raison d'y croire que ça va fonctionner. Je pense aussi qu'il y a souvent des gens qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas envie de ce nouveau mode de vie-là. Je pense que quand on vit dans la rue, en tout cas, ça a été mon cas, là, je me base aussi sur mon expérience, mais quand tu vis dans la rue au quotidien, ben, tu n'as pas cette capacité-là de te projeter dans le futur, tu n'as pas cette capacité-là de te remettre en question. Ton cerveau est tellement en mode survie constamment que la notion de temps n'existe plus, la notion d'être n'est plus toute là non plus. Fait que la capacité de réfléchir est très différente quand tu es toujours dans un sentiment d'urgence constant ou est-ce que ta survie, ta sécurité est toujours remise en question. Tu sais même pas si tu pourrais te faire donner un rendez-vous pour avoir un logement dans un mois. Pourquoi on refuserait? Tu es dans la rue, tu as besoin d'un logement. Ben non, mais en fait, dans un mois, je sais même pas si je suis encore vivante. En fait, je sais même pas où je vais être. Je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je sais pas dans quel contexte je vais me retrouver. Je peux pas planifier ça, un rendez-vous dans un mois. Ou même au lendemain, si je sais même pas où je vais dormir ce soir, je sais même pas qu'est-ce qui va m'arriver pendant la nuit. J'ai aucune notion de comment est-ce que je peux aller chercher cette aide-là. Je pense que souvent, ça a été intégré dans la tête de la personne que c'est pas quelque chose qui est accessible réellement. C'est pas quelque chose qui se peut réellement. Donc, je pense que souvent, on va vouloir plus que la personne parce que cette personne-là a besoin de croire avant de vouloir. Puis pour que ça existe comme possibilité pour cette personne-là, ben, il y a beaucoup de travail à faire en amont, de réflexion avec cette personne-là, puis de déconstruction de cette perspective-là. Oui? Une d'approche d'intervenant en itinérance serait justement d'approfondir un peu plus la question des itinérants, que ce soit pour une raison psychologique ou juste par manque de confiance, mais que ça reste plus approprié de carrément leur demander plus d'informations sur pourquoi ils le refusent justement cette aide. Parce qu'on a plein de préjugés. Des fois, on a vu plusieurs interventions dans les métros
Ils refusent toute information, ils refusent même de discuter. Et je pense que on s'arrête justement au simple fait qu'ils ont dit non, donc on ne veut pas vraiment aller plus loin. Et plusieurs personnes disent non par peur, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter là. Absolument. Absolument. Je pense que d'aller creuser justement la raison derrière va vraiment permettre de personnaliser encore plus l'approche aussi. Je pense que ça revient encore à l'importance de cette relation-là puis de cette connexion-là. Absolument. Oui. Yeah, I have a question. What mental problems do you mostly do you think are the most common in homeless people? Because I feel like a lot of people think that like psychotic disorders are the most rampant, but do you think that's just because like psychosis is something that's more like visible, I guess? In ways like which ones do you think are actually the most common? Ben, j'ai pas de données en fait sur le sujet là, mais de ce que j'en ai observé, je pense que la dépression puis l'anxiété, les troubles de personnalité aussi sont quand même très 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 communs, surtout chez les jeunes. Donc c'est beaucoup ce genre de symptômes-là que les personnes vont vivre. C'est peut-être là aussi où ben tous les symptômes reliés peut-être aux problèmes de santé mentale sont vraiment exacerbés une fois que tu es dans la rue, parce que tu n'as pas cette stabilité-là à laquelle te raccrocher, ou parce que tu n'as pas une hygiène de vie qui est favorable à rien du tout, là. Fait que souvent, les symptômes qui vont être les plus criants, effectivement, ça va être des symptômes de psychose, mais c'est pas... Alors, je pense que même la majorité des gens que j'ai vus faire des psychoses, ça a été fortement induit par des substances, pour la majorité. Donc, je sais pas à quel point c'est un trouble psychotique au départ, ou si c'est induit par la substance seulement, je sais pas. Mais effectivement, je pense que c'est celui qu'on voit le plus, parce que ben, c'est beaucoup plus frappant de l'extérieur. Il faut aussi se rappeler que ben, la majorité de l'itinérance, elle n'est pas visible. T'sais. Fait que ce qu'on associe à l'image de quelqu'un qui est itinérant, c'est peut-être un 10% de la population qui est réellement itinérante. C'est une forme de protection à la fois aussi, de ne pas s'exposer comme étant quelqu'un qui est dans la rue. On a toute cette image-là de quelqu'un qui a des trous dans ses pantalons, dans ses souliers, qui est sale, mais c'est un petit pourcentage de cette population-là. Parce que, ben, justement, c'est beaucoup plus sécuritaire de ne pas avoir l'air de quelqu'un qui est dans la rue. Donc, on ne sait pas réellement, tu sais, les personnes qui sont les plus désorganisées, entre autres parce que ces personnes-là vivent des états psychotiques, ben, c'est celle-là qu'on remarque. Donc, on associe ça à, c'est ça l'itinérance, alors que, ben, en fait, non. Il y a énormément de gens qui vivent de l'itinérance, puis qui, en fait, quelqu'un pourrait l'être dans la pièce en ce moment, puis on ne le saurait pas. T'sais. Donc, oui, mais le trouble de personnalité limite est quand même très vu avec les jeunes. Même après, est-ce que c'est des diagnostics qui sont un peu trop poussés? J'ai vu la situation, puis le mode de vie, puis le parcours de la personne. Après, je sais pas. Je suis pas du tout calée en termes de diagnostic. Je suis pas équipée pour ça du tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup observé avec les jeunes. Là. Il y a des troubles bipolaires aussi qui sont quand même communs. Oui. Oui. Ben, pour profiter de ton expertise, comment on regagne espoir, en fait? On regagne espoir en se rassemblant, en fait. Je pense qu'on regagne espoir en étant là. En étant là, en show up. Genre, le fait d'être là, le fait de continuer activement, de voir qu'on n'est pas tout seul à se conscientiser, qu'on n'est pas tout seul à vouloir améliorer le bien-être de nos pairs. Je pense que c'est là où on garde espoir. Je pense que des mouvements solidaires, ça peut vraiment changer une perspective. Là. Le fait de se déplacer autant dans des conférences que des séminaires, que des manifestations, que des conférences de toutes sortes. Là. Il y a des centaines et des milliers de gens, en fait, qui se regroupent pour faire changer les pratiques, pour faire changer les choses. Je pense que de s'impliquer ou au moins de s'informer, puis d'en parler, ça aide. Le fait de pouvoir le déconstruire même avec son entourage, le fait de rendre ça le moins tabou possible, je pense que ça redonne espoir aussi. Parce qu'on peut, entre nous, déconstruire un peu ces préjugés-là, puis à plus grande échelle, ben, on peut opérer un vrai changement, en fait. Je pense qu'il y a des choses il faut s'accrocher à quelque chose, il faut s'accrocher à cet espoir-là. Je pense que de se rappeler justement que ben, c'est pas un sujet qui devrait être tabou, c'est pas un sujet qui devrait être mis sur le tapis, puis je pense que de demander
d'exiger mieux de notre gouvernement, c'est la moindre des choses. C'est leur mandat, puis ça fait trop longtemps qu'ils le font pas. Fait que je pense que de s'éveiller un peu sur le sujet, de s'informer, puis de se rassembler, c'est ce qui donne, c'est ce qui est un espoir, de voir qu'on n'est pas tout seul à se rendre compte que ça fait pas de sens, qu'on n'est pas tout seul à vouloir mieux. C'est ça, je crois. Oui. Si on a le temps. Comment est-ce qu'on rend ces séminaires-là puis ces discussions-là accessibles aux gens qui suivent l'itinérance? Comment on va rejoindre les gens qui sont loin de ces séminaires ensemble? J'aime beaucoup tes questions. Je pense que ça commence par aller vers eux, en fait. Ça commence par aller vers les personnes concernées. En fait, je pense que c'est d'essayer de défoncer des portes qu'on ne sait même pas qui existent, en fait, là. Donc, de pas hésiter, de pas avoir peur de choquer ou de pas avoir peur d'interrompre ou c'est ça, de déranger. Je pense que c'est important c'est ça, de se donner le pouvoir de faire ce changement-là. D'inviter les gens à la table. I think that's a good point to wrap it up. Thank you so much. Thank you for your patience. I want to say merci pour parler à nous aujourd'hui. Je pense que cet sujet c'est vraiment important. And as we were saying, I think just having these conversations, you know, and knowing about these programs like Dans la rue and Coalition Jeune Plus, you know, speaking and really mettons les voix de les jeunes sur la table at the forefront is how we can get change done. So thanks again and thanks for coming. Thanks so much.